Bonjour à tous, vous écoutez Marie Petitot, la plume qui dépoussière l'histoire et fait revivre les personnages du passé. Robert Houdin, le prince de l'illusion. Épisode 2, les soirées fantastiques. Notre inventeur illusionniste est décidé. Il va donner ses propres représentations à sa manière. Pour cela, il lui faut un théâtre. Et pour ouvrir un théâtre à l'époque, il faut des mécènes. Robert Houdin dispose déjà d'une clientèle aisée pour laquelle il exécute quelques soirées magiques lors de réceptions très privées. L'un de ses admirateurs et amis, Charles de l'Escalopier, grand bibliophile et collectionneur, lui ouvre son réseau de relations pour dénicher les financements nécessaires à l'ouverture de son théâtre, rue de Valois au Palais Royal. Avec son concept de soirée, totalement nouveau pour l'époque, Robert Houdin révolutionne la présentation magique. Avant lui, les escamoteurs se montraient en tenue improbable et ridicule, cherchant à faire rire par des jeux de mots et apparaissant comme des charlatans ou savants fous sur une scène surchargée d'objets et d'appareils de physique, ne sachant pas réaliser grand-chose d'autre que le coup de la boîte à double fond. Pas de ça au théâtre Robert Houdin. Le prestidigitateur, puisque le mot rentre réellement dans le langage français avec Robert Houdin qui l'incarne pour la première fois, commence par se faire tailler une redingote noire. Elle est entièrement découpée avec des poches intérieures secrètes pour ses différents tours. Il confiera plus tard « J'ai toujours pensé que les accoutrements bizarres, loin d'attirer aucune considération à celui qui les porte, jette au contraire sur lui de la défaveur. » Épuration et élégance donc, autant dans la mise en scène que dans le discours. Une scène sobre où se dissimulent trappes et autres aménagements. Une scène ornée de quelques consoles en bois doré de style Louis XV. Au milieu, une table qui s'apparente à une usine à miracles. Sous le plateau, un concentré de mécanique. C'est l'objet indispensable qui rend son spectacle inimitable. Il n'y a pas que cela. D'autres subtilités expliquent l'engouement aussi immédiat et enflammé du tout Paris. Robert Houdin est un as de la communication. Il invente une forme de marketing du spectacle qui se révèle percutant. Connaissant bien sa cible, les aristocrates et les bourgeois, il offre des intermèdes musicaux pour ponctuer ses soirées fantastiques. Et il s'assure de laisser un souvenir impérissable, surtout aux dames. Je le laisse vous raconter. Au lieu de pantins, de poupées et d'autres objets du même goût, je distribuais à mes spectateurs sous forme de cadeaux produits par la magie, des journaux comiques illustrés, d'élégants éventails, des albums de ma séance, de gracieux rébus, le tout accompagné de bouquets et d'excellents bonbons. Chaque objet portait non seulement cette suscription « Souvenir des soirées fantastiques de Robert Houdin », mais il contenait en outre de petites poésies. En voici un spécimen. La pendule aérienne. Mesdames, ma pendule obéit, compte, sonne, marque l'heure ou s'arrête au gré de tout désir, mais pour vous, chaque fois que son timbre résonne, puisse-t-elle sonner une heure de plaisir. Robert Houdin est en train de devenir un maître pour les générations à venir. Toujours attentif aux innovations scientifiques de son époque, il est à la pointe de la modernité et intègre dans ses trucs toutes les découvertes récentes comme l'électricité, l'électro-aimant, l'air comprimé. Ses créations diverses et variées lui permettent de présenter une 50aine de tours aux noms très poétiques qui enchantent les spectateurs. La corne d'abondance, la clochette mystérieuse, la guirlande de roses, le vase enchanté, le chasseur et l'amour, le miroir des dames, le coffre de cristal, les pièces voyageuses ou encore le punch de Lucifer. Les pièces maîtresses de ces fantaisies délicieusement mystérieuses, ces automates truqués et stupéfiants de réalisme. Sa petite-fille, mademoiselle Robert Houdin, confie lors d'une interview dans Ciné-Journal le 21 septembre 1928.
Mon grand-père a imaginé pour le fameux théâtre Robert Houdin des automates d'une perfection et d'une fantaisie inouïe. C'étaient de véritables personnages humains, vivants, articulés, marchants et qu'on eût dit pensants. Peu après la première représentation des soirées fantastiques, un chroniqueur s'extasie dans le charivari sur ces merveilles d'automates. Des petits bonhommes de bois, des oiseaux, des arbres sont des tours de force et d'adresse pour lesquels il a toujours fallu jusqu'à présent la main et l'esprit d'un être raisonnable et vivant. Le tour de la pendule sans ressort qui marche à la volonté du spectateur, le tour de l'oranger qui pousse des fleurs puis des fruits à votre gré et qui escamote enfin votre mouchoir dans ses oranges, le tour du petit homme qui sort d'un œuf et devine la carte que vous avez pensée, les exercices d'un oriole et d'un deux bureaux de bois qui sautent, fument, rient et miment aussi vifs et joyeux que leurs homonymes de chair et d'os. J'en passe et des meilleurs. C'est que, dominé par une passion dévorante pour l'invention et un désir de perfection, Jean-Eugène Robert Houdin aime surprendre sans cesse ses contemporains. Saviez-vous qu'il est le premier magicien à faire surgir des objets d'un foulard ? Laissez-moi vous présenter un automate particulièrement prisé lors des soirées fantastiques. Le pâtissier du Palais Royal. Dans une maison de poupées reproduisant la façade du Palais Royal, un petit pâtissier s'agite et ressort avec une confiserie bien réelle. Présent dès la première représentation en 1845, cet automate devient un incontournable du théâtre. L'ouvrage L'illusionniste en donne une description parfaite. Voyez ce charmant petit automate, à l'appel de son maître, il vient sur le seuil de sa porte, et fournisseur aussi poli que pâtissier habile, il salue et attend les commandes de sa clientèle. Des brioches chaudes et sortant du four, des gâteaux de toute espèce, des sirops, des liqueurs, des glaces, etc. sont aussitôt apportés par lui que commandés par les spectateurs, et quand il a satisfait à toutes les demandes, il aide son maître dans ses tours d'escamotage. Une dame, par exemple, ayant mis secrètement sa bague dans une petite boîte qu'elle ferme à clé et qu'elle garde entre les mains, à l'instant même, le petit pâtissier lui apporte une brioche dans laquelle se trouve la bague qui a disparu de la boîte. Le petit journal commente lui aussi le spectacle d'illusion avec humour. Si l'on brûlait encore les sorciers, je connais une famille qui sentirait joliment le roussi. C'est qu'en effet, l'un des fils de Robert Houdin participe aussi au spectacle. Ensemble, père et fils offrent des tours qui laissent la salle muette d'admiration. Un journal décrit par exemple: cet enfant a les yeux couverts d'un épais foulard et il devine immédiatement tout ce que vous donnez à son père. Il fait mieux, il voit ce qui n'est pas tracé, ce qui n'est pas visible. Il vous désignera toutes les lettres de votre nom sans que vous les écriviez. Il dira ce que vous avez mangé à votre dîner et ce que vous prendrez le lendemain à votre déjeuner. Remarquons en passant qu'il s'agit si peu de magnétisme que chacun peut interroger ce charmant enfant, doué certainement d'une seconde vue. C'est du moins notre opinion, car nous avouons franchement que nous avons eu beau nous creuser la tête, nous n'avons trouvé que cette solution. La seule, du reste, qui puisse expliquer cette expérience inouïe et sans aucun précédent. Finalement, la seule chose dont tout Paris se plaint, c'est que la salle du merveilleux sorcier qui l'enchante soit trop petite chaque soir et qu'il ne songe pas à user de sa puissance magique pour doubler le nombre de ses places. Ses succès au Palais Royal permettent rapidement à Robert Houdin de s'installer en plein boulevard. Le théâtre Robert Houdin, qui sera rasé à l'achèvement du boulevard Haussmann, connaît chaque soir un tel triomphe que bien des théâtres parisiens en sont jaloux. Le magicien est même convié au château de Saint-Cloud par la famille royale pour des représentations privées. Un soir, la reine Marie-Amélie remet en personne au fils du prestidigitateur une superbe épingle en diamant pour remercier le duo de son merveilleux talent. La réputation de Robert Houdin traverse les frontières. Le voilà parti pour des tournées dans les plus grandes villes de France et de l'étranger. Belgique, Écosse, Angleterre. Il se produit au moins à 4 reprises devant la reine Victoria. Si bien qu'après 7 années de soirées fantastiques et de tournées à démontrer ses talents d'illusionniste,
Robert Houdin a assuré sa fortune. Cela tombe bien car notre magicien commence à fatiguer. Égayer, animer, procurer du plaisir au public pour son argent sous peine de déchéance. Pense-t-on que cela soit si facile ? Écrit-il dans ses confidences. Robert Houdin désire jouir de sa liberté. Renonçant aux responsabilités quotidiennes de ses spectacles, il quitte le théâtre en juillet 1852 après 7 ans d'une intense activité. Non sans avoir d'abord formé son beau-frère, le magicien Hamilton, qui lui succède à la tête du théâtre. Sans abandonner les tournées, il se retire ensuite à la campagne avec sa femme, sa belle-mère et ses fils. Robert Houdin s'installe dans le village de Saint-Gervais, près de Blois. Une bourgade qui semble être née toute seule, comme une pâquerette sauvage, sur la rive gauche de la Loire. Il vient d'y acheter le prieuré, un ancien couvent avec un immense jardin et des dépendances, qu'il transforme en véritable château d'Anne Radcliffe. Vous savez, cette Britannique pionnière du roman gothique, qui peuple ses histoires de vieux donjons pleins de trappes, de souterrains, de portes murées et d'escaliers à surprise. Eh oui, notre magicien vieillissant, le front auréolé de cheveux blancs, le sourire spirituel et bienveillant, occupe ses loisirs en truquant sa nouvelle demeure. Au point que son ami le sculpteur Jean-Pierre Dantan surnomme le prieuré l'abbaye de La Trappe. Le parc surtout regorge de mystifications pour les visiteurs. Sur la grande grille du mur d'enceinte située à 400 mètres de la maison, on peut lire cette inscription sous le marteau de bronze en forme de petit diable. Ne frappez pas sans nécessité. Dessous encore, cette autre inscription. Robert Houdin. On frappe. Par la magie de l'électricité, la porte s'ouvre. Au même instant, la plaque portant le nom du propriétaire bascule entièrement. Le mot « Entrée » apparaît en lettres lumineuses. Les amis de la maison savent quel chemin prendre. Les autres s'embarrassent dans les pièges adroitement dissimulés par le magicien dans ses allées. Mademoiselle Robert Houdin se souviendra avec émotion de la maison machine de son grand-père, comme il l'appelait lui-même. Une véritable demeure des fées. Chaque pas que l'on faisait était une surprise, un étonnement, un enchantement. De faux personnages apparaissaient puis disparaissaient. On tombait dans le vide sans se faire mal. Effets de glace, de lumière, de perspective, cabinets secrets, alcôves mystérieuses, que sais-je. Le visiteur doit notamment franchir un ruisseau qui coupe le parc en deux. Problème, il n'y a pas de pont. Sur le bord se trouve un petit banc portant cette inscription. Asseyez-vous. À peine assis, le visiteur se voit subitement transporté sur l'autre rive. Dès qu'il met pied à terre, le petit banc retourne de lui-même chercher un autre voyageur. Dans la maison, le maître du logis a multiplié les inventions ingénieuses et facétieuses à la fois. Une grande partie des travaux d'intérieur sont assurés non pas par des domestiques, mais par la mécanique et l'électricité. Les portes s'ouvrent toutes seules. Les tables se garnissent d'elles-mêmes. Les chaises s'avancent au devant des visiteurs. Ici, c'est une marmite qui écume toute seule le pot-au-feu. Là-bas, c'est un automate qui sert des victuailles, sans jamais laisser tomber une goutte de sauce sur la robe d'une dame. Même sa boîte aux lettres est électrifiée. Lorsqu'il reçoit un colis, une petite sonnerie électrique se déclenche et l'informe de la livraison par le facteur. C'est la première maison intelligente du monde. Et pour qui tente de sortir, Robert Houdin n'a pas facilité la tâche. La porte, au lieu de s'ouvrir, met en mouvement un mécanisme qui, du mur de clôture, fait sortir une série d'autres portes, venant les unes dans les autres s'emboîter de façon à former une prison dans laquelle est pris l'imprudent. Entre-temps, le gouvernement de Napoléon III vient solliciter Robert Houdin pour une mission diplomatique à la fois délicate et inhabituelle. Nous sommes à l'époque où la pacification de l'Algérie rencontre quelques résistances.
certains marabouts sorciers, à l'aide de pratiques qui relèvent de la prestidigitation la plus élémentaire, fanatisent les populations contre les Français. Le gouvernement a alors l'idée de montrer aux Arabes que les marabouts de France sont meilleurs sorciers que les leurs. C'est ainsi que l'on vient chercher Robert Houdin qui entreprend un voyage de plusieurs mois. Il n'a aucun mal à descendre les trucs de ses concurrents et démontre triomphalement aux populations que les tours de leurs marabouts ne sont que jeux d'enfants à côté des siens. Après cet ultime voyage en 1856, le prestidigitateur quitte définitivement la scène et se consacre essentiellement à la recherche. On doit à ce véritable créateur de nombreuses inventions. Une 30aine de brevets déposés au cours de sa vie. Pendule électrique, taximètre, appareil électromécanique de contrôle à distance, instruments d'ophtalmologie. Il offre même certaines démonstrations spectaculaires aux villageois de Saint-Gervais. Ainsi, le 16 septembre 1851, le journal du Loir-et-Cher relate une soirée grandiose. Nous devons à l'amitié de notre célèbre compatriote Robert Houdin d'avoir assisté dimanche soir dans sa charmante retraite de Saint-Gervais à une curieuse expérience de lumière électrique. Pour ne pas être contrarié dans son expérience dans les vicissitudes du temps, Monsieur Robert Houdin avait amené au moyen de 2 fils de fer le centre de son opération dans son salon, où se trouvaient réunies une 20aine de personnes seulement. Lorsque, rapprochant les 2 fils conducteurs de l'électricité, l'habile opérateur eut fait jaillir les premières étincelles, à l'instant même, une lumière blanche et vive comme celle du soleil illumina l'appartement, et un cri d'admiration partit de toutes les bouches. Le jour était en quelque sorte revenu. Les ombres des spectateurs se dessinaient avec vigueur sur les murailles. Les bougies avaient pour ainsi dire disparu sous la puissance de l'électricité et n'apparaissaient plus que comme de chétives lueurs. Concentrant ensuite ses rayons lumineux à l'aide d'une puissante lentille et les dirigeant en dehors, Monsieur Robert Houdin a subitement jeté dans son jardin un tel éclat qu'on se promenait dans ses allées comme en plein jour. Rendez-vous compte, près de 30 ans avant que Thomas Edison n'invente l'ampoule à filament en métal. Eugène Robert Houdin vit heureux dans son abbaye de La Trappe jusqu'après la guerre de 1870-1871. Mais les malheurs de son pays et la mort de son fils aîné, tué à Reichshofen, attristent ses derniers jours et hâtent sans doute sa fin. Robert Houdin s'éteint au prieuré le 13 juin 1871 à l'âge de 65 ans. Il fut assurément l'une des personnalités les plus étranges et les plus brillantes de son temps. Georges Méliès, illusionniste de grand talent qui rachète le théâtre Robert Houdin en 1888, admit que le génie d'invention de son prédécesseur reste sans égal. Après avoir étudié de près tous ces automates, il avouera n'en avoir pas percé tous les mystères. Ils sont néanmoins présentés au public par tous les directeurs successifs du théâtre Robert Houdin jusqu'à sa démolition en 1924. On trouve aujourd'hui de nombreux automates et des pendules mystérieuses dans des collections privées ou dans le musée de la magie Robert Houdin à Paris ou encore dans la maison de la magie à Blois. Certains automates ont aussi été légués à d'autres prestigieux musées, notamment la leçon de chant, fabriquée en 1844 par Robert Houdin. Il n'existe que 3 exemplaires de cette pièce mécanique dans le monde. 2 sont détenus par des collectionneurs privés, la 3e seulement est visible. J'ai pu l'admirer au musée des arts précieux Paul Dupuy de Toulouse, qui l'acquiert en 1954, lorsque le grand collectionneur Édouard Gélis, qu'il a lui-même acquis auprès de la belle-fille de Robert Houdin, en fait don à la ville de Toulouse avec sa merveilleuse collection d'horlogerie ancienne. Cet incroyable automate représente une scène d'éducation d'un oiseau, le serin. À l'aide d'un orgue miniature appelé serinette, une jeune femme costumée à l'oriental tente d'inculquer à l'oiseau un air fameux pour qu'il le reproduise. Le maître de la magie moderne avait bien compris les modes de son temps et les habitudes de son public, ainsi que la façon dont il pouvait se les approprier pour embarquer ses spectateurs dans un univers rien qu'à lui.
je laisse Nicole Savy, commissaire de l'exposition Robert Houdin et l'illusion romantique, organisée au musée d'Orsay en 1995, conclure ce podcast enchanteur. Plus encore que dans les qualités du comédien, du technicien et du manipulateur, c'est peut-être la création d'un monde onirique, édénique, saturé des symboles de l'enfance, de la féminité et de la richesse qui distingue l'œuvre de Robert Houdin. Il fut fabricant de plaisir et de bonheur. C'était Marie Petitot dans le podcast Plume d'Histoire. À très bientôt pour une nouvelle incursion dans les couloirs du temps.